bonsoir, bienvenue au magazine économique sur la radio Métropole 100.1 et sur Télémétropole, la chaîne 52, donc chaque dimanche, 3h et 7h respectivement. Ça fait longtemps que tu as parlé de ce qui passait dans le département du Sud. Tu es presque après 3 mois et demi à demander comment ça va évoluer. Finalement, semaine ça, eh bien, partenaire technique et financier pays d'Haïti, qui a payé des lieux, particulièrement les Nations Unies, eh bien, mettez sous table là, ça nous dit évaluation, tout dommage, également besoin de gagner et perte. Et nous avons besoin de donner ça pour nous connaître comment nous allons avancer en quelque sorte. Et pour analyser le document ça, qui fait que sortir tout chaud, sortir là, pour nous capables bien comprendre ce qui a passé, pour nous approprier notre pays d'Haïti. Monsieur Bruno Lemarquis, qui est secrétaire humanitaire des Nations Unies, représentant également du côté des Nations Unies, et monsieur c'est représentant adjoint, secrétaire général là, dans le pays d'Haïti. Bruno Lemarquis, nous habitués à voir, nous tous la gueule en créole. Comment est? Muy bien, bonjour Kessler. Merci pour l'invitation. Moi et tout auditeur Télémétropole, bonjour. Et encore une fois, c'est un plaisir d'être là. John Dedoulan adapte un document ça avec un pile d'intérêt parce qu'il faut nous connaître non seulement le bilan humanitaire là, mais il faut nous reconstruire la zone. Chiffres tombés, nous avons presque 2250 personnes qui mourent, nous avons un pile qui blessé également, qui perdu vie, qui peut-être handicapé, plus que 12 700 qui sont dans cette situation ça, et nous retrouvons plus de 300 personnes qui disparaissent que nous ne pas joindre. Donc, document ça que nous n'avons pas tenu, on fait d'abord, avant de parler de chiffres, c'est quoi ce document? Pour qui ça nous fait pour le pays d'Haïti? Qui ça est capable utile pour nous-mêmes dans la reconstruction, dans le relèvement? D'accord, merci Kessner pour la question. Donc peut-être m'a tourné le 14 août, avant d'arriver sur le document ça, le 14 août. Donc, Jean t'a dit, c'est un séisme qui était très très dévastateur dans une zone qui était déjà frappée en 2016 par cyclone Mathieu. Donc, beaucoup de vulnérabilité qui était là déjà, beaucoup de fragilité. Et juste après 14 août, il y a un cyclone Grace. Donc, c'est une zone qui frappait en pile. Dans tout désastre, tant qu'au tremblement de terre 14 août, il y a plusieurs phases dans la réponse et la reconstruction. Et en gros, il y a 4 phases. Première phase immédiate, première semaine, c'est phase de secours d'urgence. Et nous avons en pile appui le rôle essentiel que Protection Civile a joué, en pile appui international qui est arrivé, y compris appui militaire, etc., etc. Donc ça, c'est en anglais, nous dit Search and Rescue. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait un pile de monde qui mourit, etc., etc. Deuxième phase qui commençait le même jour, en même temps, c'est l'aide humanitaire d'urgence. L'aide humanitaire d'urgence, c'est un pile, quelques chiffres si vous intéressez, si vous êtes intéressé. Il y a un pile de travail qui était fait, c'est en phase qui continuait, et ça vise vraiment les gens qui sont plus vulnérables, qui sont dans plus mauvaises conditions. Après, nous entraînons, mais toute phase ça y est superposée, humanitaire et phase que m'a parlé sur l'Igunia, c'est phase de relèvement immédiat. Relèvement immédiat, il a commencé à faire reconstruction rapide. Et nous avons quelques exemples, et après ça, nous commençons à planifier phase de reconstruction, et c'est là que l'évaluation que nous avons discutée vient. Le gouvernement haïtien a été très très rapide à prendre des mesures et des décisions. Il y a un fort leadership dès le début. Je donne 2 exemples. Dès le 23 août, le gouvernement a décidé l'étape d'évaluation des besoins. Ça n'aurait les PDNR. Le 23 août, décision ça a été prise. Et puis, le 25 août, nous avons fait le lancement conjointement avec le Premier ministre Ariel Henry de ça nous les appel éclair humanitaire. Pour nous demander communauté internationale là pour répondre aux besoins les plus urgents. Donc, il y a un pile de mesures très rapides qui étaient prises par le gouvernement. Avant peut-être nous entrer dans question PDNA, peut-être de ma part quelques chiffres ou bien quelques réflexions sur la phase humanitaire. D'abord la spécificité de ce tremblement de terre. D'abord, il a été extrêmement violent, 7,2 sur l'échelle de Richter. Ensuite, il y a 1000 secousses. C'est absolument considérable. Et puis, il y a 1000 glissements de terrain qui étaient faits. Donc, en pile paysan perdu Théayo, ici au Pic Macaya, par exemple, peut-être un tiers de les blancs, les tournés blancs.
C'était un tremblement de terre qui frappait principalement en zone rurale, dans communes comme Chantal, Torbec, Corail, Pestel, Campérin, Maniche, l'Asile, donc très, très rural. L'habitat rural a été 5 à 7 fois plus touché que l'habitat urbain en termes de nombre d'habitations. Mais par contre, plus gros dégâts que fait, ce n'est pas dans la zone rurale qui est plus touchée, c'est dans la zone urbaine, peut-être caillot en béton. Donc, plus fort, on a un monde qui était décédé, qui était blessé, qui était disparu, c'était dans la zone urbaine. Chiffre, nous connaissons, par exemple, il y a 1200 écoles qui étaient affectées, soit détruites, soit endommagées. Hôpitaux et centres de santé, il y a à peu près 100 structures qui étaient soit détruites, soit endommagées, donc c'est vraiment considérable. Au niveau de l'aide humanitaire, il y a un pile qui était fait, premièrement, il y a un pile défi pour l'aide humanitaire, il y a un défi qui sécuritaire, y compris au niveau de Martissan, pour nous qui avons accès zone dans la péninsule sud, donc accès humanitaire, difficultés sécuritaires, problèmes de financement, malgré appels financiers que nous avons fait auprès des bailleurs de fonds, c'est seulement à peu près 50% que nous avons joints, que réponse là est jointe. Mais malgré ça, il y a un pile de travail qui était fait, il y a à peu près 450 000 mounes qui étaient recevoir aide, sous une forme ou une autre, 450 000 mounes, surtout en termes d'aide alimentaire ou bien cash, appui en cash. Il y a par exemple, il y a quelques chiffres là, il y a 31 000 mounes qui étaient qu'à joindre consultation médicale dans ça, nous les EMT. EMT, c'est Emergency Medical Team, c'est équipe médicale d'urgence qui est sur l'autre bord. 11 hôpitaux de campagne, en gros, qui étaient installés dans la péninsule sud et qui baillent 31 000 consultations. Il y a 200 000 plats chauds qui étaient distribués, par exemple. Et puis en termes de logistique, c'est une opération qui était très compliquée à cause de problèmes d'accès. Mais il y a 45 gros convois humanitaires routiers qui étaient faits en coordination avec les GPC, Direction Générale de Protection Civile là, avec le Programme Alimentaire Mondial, et puis des convois conjoints, par exemple, Programme Alimentaire Mondial avec l'UNICEF, avec OIM, avec l'appui de la Police Nationale. Donc, en pile des fêtes pendant la phase humanitaire. Alors, Bruno Lemoine, qui ça me donne mais que nous analyser là, puisque ce n'est pas de réponse, non, on a pile données sur eux-mêmes. Et on retire, tu es capable de dire, tu frappes que nous prenons dans le cyclone, on prend 3 gros événements que tu es capable de prendre dans les 10 dernières années. Si nous prenons 2010, c'est un pays qui a fait pour lui, ça c'était un plus gros choc que le pays a pris dans l'histoire. Si nous prenons 2016, le pays qui a fait encore ça, c'est m'a parlé de cyclone Mathieu qui a frappé plusieurs espaces dans le pays. Et nous sommes en 2021, son laboratoire de désastres naturels. Mais on va évaluer pour ça. On connaît tout. Est-ce que leçon apprise, comment pour nous apprendre? Bon, Haïti est un cas d'étude au niveau mondial dans cas ça, c'est un pays qui a une plus grande insécurité. Est-ce que nous ne apprendre à ça, nous mettons dans l'université, nous mettons dans l'école, que c'est des cas d'étude, comment pour nous réagir le plus rapidement, et nous-mêmes au niveau des Nations Unies, on a regardé dans le livre Haïti, et bien nous sommes capables d'offrir d'autres pays choc ça qu'on est capable de prendre en quelque sorte. Et faut-il nous sommes capables de faire une analyse sur le point ça comme celui pour là. Donc, il y a un pile de leçon qui est apprise pour tout le monde, surtout 2010. Surtout 2010, nous avons parlé un pile sur eux dans différents forums, etc. Nations Unies nous avons organisé récemment une série de webinaires avec experts haïtiens, experts étrangers qui étaient qu'à parler sous ça. Webinaire, ça, il y a un pile de leçons qui étaient partagées avec participants. De ma part, ça, moi, qui est important pour l'organisation Tankou, Nations Unies, mais aussi Tankou ONG. Et vous connaissez, là, il y a un désastre, il y a un pile de nouveaux acteurs qui arrivent. Si désastre là, le lundi, le mardi, mercredi, vous commencez, Maïgaté, ou après, organisation cas privée, organisation internationale, ONG, secouristes, etc. Il y a des gens qui connaissent pays, on dit grâce, il y a des gens qui ne connaissent pas pays. Donc, ça qui est passé en 2010, en tout cas, principale leçon pour moi, comme parler en pile
à propos de Yo, c'est premièrement, nous avons besoin de respecter, appuyer et respecter le leadership national. Respecter, appuyer le leadership national. Deuxièmement, c'est appuyer et respecter mécanisme, architecture de coordination qui est en place. Architecture de coordination nationale qui était fait en pile progrès. Si vous avez performance par yo, chaque fois, il y aurait une petite fort. Et pour tremblement de terre 14 août, nous avons fait un travail remarquable. Donc, c'est important pour nous appuyer yo et pour nous supporter yo et pour nous respecter. Donc, le plus important, c'est respecter l'arrangement ça yo au niveau national, au niveau départemental. Ça nous aurait les COUD, Centre d'opération d'urgence départemental, au niveau communal. Il y aurait les COUC, Centre d'opération d'urgence au niveau communal. Donc, ça, c'est en deuxième leçon. Il y a un pile acteur, ou bien parce qu'il n'y a pas connu, ou bien parce qu'il n'y a pas aimé, ou bien parce qu'il n'y a pas intéressé à ça, il n'y a pas voulu entrer dans l'architecture de coordination ça, et il y a un pile désordre à cause de ça. Troisième leçon, c'est nous besoin de travailler à travers, avec les institutions et les organisations nationales, que ce soit les institutions nationales de l'État, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les organisations de base, que ce soit le secteur privé, très important d'appuyer le secteur privé national, mais aussi les contracteurs locaux et les boss locaux. Donc tout ce qui est national doit être appuyé. Et enfin peut-être, il faut vraiment bâtir s'appuyer sur l'expertise, sur les connaissances haïtiennes plutôt. Et bien sûr, il faut apprendre les meilleures pratiques qui viennent d'autres pays ou d'autres situations, mais c'est vraiment important de contextualiser la réponse, c'est qu'on s'aimerait contextualiser la réponse avec toute la connaissance accumulée en Haïti. Voilà. Après, il y a une leçon qui est plus large, et nous avons parlé de ça, c'est le déficit un peu chronique, c'est la question de la gestion des risques et des désastres en Haïti, qui reste un problème. Et nous voyons chaque fois qu'il y a un aléa climatique, on m'a gagné un remédie, c'est que presque tout le monde, là, il a parlé sur des désastres naturels. Il y a un désastre naturel, il y a une catastrophe naturelle, cyclone Katrina, c'est un cyclone, voilà. Un désastre, pas jamais naturel. Un désastre, c'est pas un bagage naturel. Ça qui est naturel, c'est risque climatique, choc climatique ou bien aléa climatique. Et si un pays a préparé, s'il paraît pour recevoir choc là, choc là pas tourner dans un désastre, choc là pas tourner dans une catastrophe. Mais si on ne paye pas préparé, même cas par exemple, aléa, même si c'est un petit aléa, il peut tourner dans un désastre. Haïti, il y a un voisin, pays voisin, qui a différents niveaux de préparation. Et nous, il y a un pays qui est frappé par même aléa climatique. Dans le pays A, il y a en pile dégâts. Dans le pays B, pour même aléa climatique, il y a un dégât moyen. Et dans le pays C, un pays qui est très très bien préparé, presque pas de dégâts. Donc c'est ça, nous relève la gestion des risques de désastres. Donc c'est mauvaise gestion de risque là qui bonne désastre là. Donc c'est ça on va prendre nous là que vous avez raison peut-être ça me pose une question qui ça apprendre de chaque gros choc ça et qui ça pour nous mettre en place pour nous capables vraiment éviter que des désastres, tu capable peut-être éviter tout le monde ça mourir et même la prévention, tu capable perdre du moins sky et moins problème ça. Nous allons proposer dans quelques instants avec Bruno Lemarquis qui a partagé avec nous le dernier document mis en place pour que nous soyons capables vraiment faire relèvement dans le sud, une zone que parfois localement nous dit tellement de problèmes dans le pays, nous avons commencé à oublier 14 août 2021, ça qui est passé dans la péninsule sud du pays. Nous allons proposer dans quelques instants. Nous avons parlé dans le magazine économique, la Radio Métropole 100.1 le dimanche à 3h et dimanche soir 7h, chaîne 52, Télé Métropole. Nous avons Bruno Lemarquis qui est coordinateur résident, coordinateur humanitaire et monsieur représentant adjoint du secrétaire général dans le pays d'Haïti et qui se vive crise ça et qui se partage avec quelques informations sur zone là, même pour entrer beaucoup plus en profondeur. Nous sommes parler de bilan, et combien de gens qui mourent, combien de gens qui blessés, qui écrasés, donc on va entrer en plus en profondeur. Bruno, encore une fois, nous remercions pour répondre à l'invitation. Mais il y a quelques éléments qui sont importants, puisque l'évaluation, nous garder et dommages, nous garder pertes et également besoins. Pour les gens qui ne sont pas trop initiés, quelle différence nous sommes capables de faire
un dommage qui subit, perte qui subit, et ensuite on a finalisé avec besoin pour nous faire relèvement. Dommage à perte, là, comment nous mettons le document les PDNA, c'est sigle anglais qui PDNA. Ok. Donc peut-être pour l'auditorium qui a expliqué ça, nous avons PDNA qui a des assortis, qui qui approche, à suivre, etc. PDNA, c'est une méthodologie au niveau mondial, au niveau global, qui est appuyée par Sanourelé en partenariat tripartite, qui est constitué de Nations Unies, et dans Nations Unies, c'est PNUD, qui est leader technique pour le processus AIO. Ensuite, il y a l'Union européenne, et ensuite, il y a la Banque mondiale. Et dans chaque région du monde, l'Orient Pédiné, généralement, il y a une Banque régionale de développement. Tant que pour région pas nous, c'est BID. En Afrique, c'est Banque africaine. En Asie, c'est Banque asiatique, qui implique tout. Donc, généralement, il y a en gros des astres, autorités nationales, avec partenaires internationaux, qui ont discuté si besoin en évaluation des besoins post-catastrophe. En Haïti, le gouvernement très rapidement, le 16 août, tremblement de terre passé 14 août, le 16 août, nous avons reçu en lettre le gouvernement pour les partenaires internationaux qui t'a demandé nous appui pour faire évaluation de ça. Donc ça, c'est une bonne leçon, ne pas perdre du temps. PDN a été fait déjà en 2010-2016, donc on a parlé de ça, il y a un pile leçon de l'époque SAIO, et nous avons intégré le leçon SAIO pour nous avoir un meilleur processus. En PDN, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est d'avoir une idée du contexte avant le désastre. Comme ça, nous avons un baseline, nous avons un indicateur, nous avons un baseline, nous avons un chiffre. Ensuite, il y a une évaluation de dommages. Alors, dommages, c'est surtout les dommages en termes d'infrastructure. Les pertes, ce sont surtout ce qui est dû, par exemple, à la destruction des infrastructures ou bien les pertes économiques, etc. Et les besoins, c'est des besoins en reconstruction. Donc, c'est les pertes plus les dommages. Voilà, donc c'est les besoins financiers en reconstruction. Donc, il y a cette évaluation qui est faite. C'est aussi, en troisième étape, c'est l'évaluation macroéconomique, de l'impact macroéconomique du désastre sur le pays. Nous connaissons des assaillants. Nous avons pile influence sur l'économie PIA. Tant que déjà ça, c'est à peu près 15% du PIB qui disparaît en quelques minutes. 2010, c'était beaucoup plus considérable. Ensuite, quatrième phase, c'est ça, nous allons en évaluation de l'impact humain. Donc, ce n'est pas un impact physique tant qu'en pont ou bien en l'hôpital écrasé, c'est impact humain. Ça nous mettait dans l'impact humain, c'est question de gouvernance, c'est question de genre, c'est question d'environnement, c'est question de gestion des risques et des désastres, de protection sociale, Et cinquièmement, c'est dans le cadre du PDN de donner les grands axes d'une stratégie de relèvement, les principes directeurs, les axes stratégiques. Donc, en termes d'organisation, processus ça, gouvernement TVL très vite, un processus léger et très rapide. Le processus ça, à la fin, il prend 6 semaines, ce qui est remarquable. Travail a été organisé en groupe, en 4 gros secteurs, secteur infrastructure, secteurs sociaux, secteurs productifs et secteurs transversaux. Il y a un ministère qui était mobilisé. Donc, par exemple, secteur productif, il y a un ministère agriculture, il y a industrie et commerce, il y a un ministère tourisme, il y a banque centrale, agences internationales, y compris Nations Unies, mais Banque mondiale, BID, Union européenne, bailleurs de fonds bilatéraux. Secteurs sociaux, il y a un ministère social, santé, éducation, affaires sociales, travaux publics, DGPC, etc. Infrastructure, il y a un TPTC, il y a un ANARC pour question énergie, il y a un ENEPA pour question de l'eau. Et puis secteurs transversaux, il y a un MPCE, planification, affaires femmes, ministère finances, environnement, tout ça. Donc tout ça, groupe SAIO, il a travaillé pendant plusieurs semaines d'arrache-pied, il y a un pile d'évaluation qui était faite par l'institution nationale souterrain pour collecter toutes les données et puis agréger toutes données SAIO. Il y a un secrétariat technique chapeauté par le ministère Plan qui était appuyé par partenaires internationaux et nationaux. Et puis petit à petit,
octobre, données consolidées, yo commencé à sortir, et puis le document est finalisé. Donc, si on continue sur chiffre, donc, son travail de fourmi qui fait dans le souterrain, nous collecter des données, ce n'est pas de bas, nous été de loin, nous pas analysé, alors pour le public, là, écouter nous, parce que nous connaissons statistiques, je ne sais pas bien exact, mais au moins pour évaluer le plus proche possible, puisque ce est très important, le secteur rural a été très touché, nous connaissons ces secteurs qui sont plus pauvres, qui gagnent dans le pays, ou parler de cailles crasées, ou parler de champs terre ouvert, mal sur le terrain, moi ça, c'est dit que c'est choquant même par rapport à tremblement de terre qui fait Port-au-Prince qui est plus fort, mais qui réellement nous pas trop qualité de dégâts ça, sur la nature, l'environnement en quelque sorte. Vous estimez que c'est 15% PIB que nous perdons là, et est-ce que chiffre, mon cap de bol est capable de dire, mais c'est à peu près 15% de la population en tout qui vivent dans la zone ça tout. Nous avons parlé avec le gouverneur Banque centrale là sur ça déjà. Et on va rentrer dans le chiffre. Donc, quand il y a un chiffre de 1 milliard 620 millions 71 414 dollars américains, ça, est-ce que les gens sont capables de dire, je pense le plus, et les gens sont capables de dire, tu supposé moins? Comment pour nous bam certaine confiance dans montant ça de dommages et de pertes? Alors, bon, pour te précision, alors pas précision, bon, corroborer dans ce sens dit tout à l'heure, parce que les gens qui de nous là, pas spécialistes. Donc, dommages, c'est actifs qui crasent, que nous perdus, ce qui est ponts, routes, tout ça perdu. Et pertes, c'est au niveau de revenus, des bagages nous sommes capables de faire l'argent avec que nous perdons en quelque sorte. Donc pour les non-initiés, nous devons que ils bien comprendre pour ne pas perdre entre dommages et pertes. Mais là, nous totalisons tout, nous à peu près à 1,6 milliard de dollars américains, inférieur bien sûr à ce qui est passé en 2010 là. Parce que le frappé dans le cœur de l'économie haïtienne, nous rappelons en 2010. Donc nous voulons que nous rassurions parce que les gens disent à côté de prendre chiffre ça, pour qui ça ils prend 1,6 milliard là, en 3 mois, ils ont un chiffre ça. Donc voilà un petit peu pour nous mettre en bain pour le public qui suit nous, pour qu'il comprenne les données que nous allons avancer là. Voilà. Donc c'est vraiment, tant qu'on dit, on travaille de fourmi, il y a un pile d'évaluation qui est faite, il y a un pile travail de terrain, il y a un pile d'agrégation de données. On va pas dire, très 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 important parce que c'est pas Port-au-Prince, c'est le sud, c'est 3 départements du sud. Donc il y a un pile travail qui était fait aussi, et il y a un atelier qui était organisé par le ministère du Plan. Avec autorité départementale, avec Monozonio, donc autorité départementale, toute organisation qui est en Grandance, qui est en NIP et qui est en département sud, parce que c'est un bagage qui a besoin appropriation, consultation, inclusion. Donc sous Chifio, en termes de besoins, les besoins de reconstruction, c'est à peu près 2 milliards de dollars. Et ils se répartissent de la manière suivante, m'a divisé en 4, même secteur que j'ai mentionné avant, social, productif, infrastructure, transversaux. Donc, secteurs sociaux, ils représentaient 76% de besoins totaux, 76%. Donc, 3/4 de COB qui est nécessaire pour faire reconstruction, c'est dans les secteurs sociaux. Mais avec une précision importante, dans le secteur ça, nous mettons logement privé. Donc, toute caille, spécialement secteur rural. Mais Bruno, nous avons questionné ça comme économiste. Pour qui ça nous prend logement, nous mettons dans le secteur social et pas dans le secteur économique? Parce que son actifs liés, son biens, son patrimoine, nous sommes capables de faire tourner l'argent. Est-ce que mettez dans le secteur social, bon, c'est pas vous-même qui déterminez ça, est-ce que pas biaiser un petit peu analyse là? Un économiste qui parle. Oh. Oui, c'est l'économiste. Moi-même, je ne suis pas un économiste, mais c'est en prenant. Donc, moi, j'ai réponse, mais c'est mes questions. Donc, secteurs sociaux, y compris le logement, c'est 75% de tout besoin total là. Jean Tédia, besoins totaux de reconstruction 2 milliards de dollars, besoins qui pour logement seulement, c'est 1 milliard de dollars. 50% des besoins de reconstruction sont pour le logement, parce que tant que vous nous connaissez, il y a plus que, alors il y a plusieurs chiffres, mais à peu près, disons, il y a 120 000 cailles qui soient crasées net ou bien qui endommagées. Donc, plus gros secteur, c'est le secteur logement. Deuxième plus gros secteur qui est toujours tombé dans le secteur social, c'est éducation, avec 400 millions de dollars. Donc, 1 milliard de dollars pour rebâtir Caillot, réaménager Caillot, et 400 millions de dollars pour éducation, y compris reconstruction, réhabilitation d'écoles crasées.
Deuxième secteur, c'est le secteur productif. C'est 10% du total des besoins, avec le commerce et l'industrie qui premier bénéficiaire de ça, premier secteur qui est touché. Donc 10%. Donc on est déjà à 86%. Secteur infrastructure, c'est 9% des besoins, dont le transport, bien sûr, route, pont, qui est premier bénéficiaire de ça, premier secteur impacté. Et ensuite, secteurs transversaux, côté gouvernance, appui aux autorités locales, questions environnement, etc., 5%. Premier secteur dans 5% SAIO, c'est environnement, restauration de l'environnement. Donc, total, ça, c'est 2 milliards de dollars, avec, encore une fois, parce que ces chiffres, ça, très important, c'est 1 milliard de dollars pour CAI Munio et 400 millions de dollars pour éducation. Voilà. Si le cas continuait sous logique, logique Sakabeni après Pidiéné, parce qu'en Pidiéné, seul, il n'est pas servi en pile objectif. Après Pidiéné, il y a l'autre phase qui en cadre de relèvement, en cadre de reconstruction. Donc, processus ça en cours actuellement. Il y a en pile l'institution, même institution, tout ministériel, sous coordination du ministère de la Planification, partenaires internationaux, agences Nations Unies, toutes amies. Processus ça, il y a travail sur le plan de reconstruction. Et objectif plan ça, c'est vraiment de prioriser les interventions, prioriser les secteurs, prioriser les financements disponibles ou qui pourraient, additionnels, pourraient être disponibles. C'est en phase pendant laquelle on a discuté d'arrangement de coordination pour processus de reconstruction. Il y a une expérience en Haïti sur mécanisme qui était mis en place, par exemple en 2010, et il y a une commission de reconstruction spécialisée pour ça. Donc, il y a plusieurs options. Donc, l'autorité a regardé sur différentes options. Après, c'est en phase pendant laquelle on a regardé question d'architecture, mécanisme de financement. Et puis aussi, par exemple, ça nous aurait les suivis et évaluations pour qu'il y ait un suivi de toute intervention de reconstruction. Et puis, dans l'autre dimension aussi qui est essentielle, absolument essentielle dans tout processus de reconstruction, c'est la question de la transparence, accès à l'information. On sait tout le monde, y compris tout citoyen PIA, qu'à connaît combien de COP qui étaient entrés, côté COP ça a été mis en œuvre, etc. C'est très important pour la rendition de comptes. Donc, c'est important d'avoir un système dans lequel les gens ont confiance. Donc, ça, c'est phase Cap-Béni après Pidiéné. Et après ça, Abgain en phase, donc on travaille avec le gouvernement sur ça, pour faire appel à bailleurs de fonds internationaux, et puis l'autre partenaire Haïti, par exemple, diaspora, fondation philanthropique, secteur privé, il y a un pile acteurs qui étaient qu'à appuyer le processus de reconstruction. Ça, Abgain, au moment, tout acteur se a réuni, Abgain, bon, ça va être en cours de préparation, mais Abgain en réunion de haut niveau, genre ça a été fait par exemple en 2010, côté plan ça, Pidiéné ça, plan de reconstruction ça, à présenter, Chifio à présenter, et puis partenariat, il a indiqué dans qui moyen il a mis, dans qui mesure il a appuyé reconstruction sud-pays. En fait, vous mettez pour nous un pile chiffre, vous expliquez les différents secteurs, que le secteur social, que le secteur productif, les secteurs transversaux, infrastructure. Et là encore, point ça, qui était le local pour nous, on a discuté pour nous une certaine flexibilité. Merci pour le document que nous avons fait. Mais encore une fois, nous pouvons remarquer dans le secteur social, le fait que nous mettons logement qui prend plus gros parti dans le gâteau, $1 milliard américains. Donc, si on parle de diaspora, là, et nous connaissons Banque centrale, il y a tout un ensemble de projets. D'ailleurs, dans le studio, le gouverneur Banque centrale a parlé d'un ensemble de mesures pour aider les secteurs sociaux. Pardon, le secteur logement. Donc, la mettre secteur logement là, économique, là, il est capable de diminuer la pression sur le secteur social, là, santé avec éducation, bah, $400 millions américains pour l'éducation, plus de 30 millions pour la santé. Donc, nous avons concentré beaucoup plus à chercher fonds des bailleurs sous ça. Mais le logement, nous sommes capables de faire tout nos business, côté que
des fonds down permettre et ensuite banque centrale était toute garantie avec banque commerciale pour capable avancer sur ça. Mais c'est son réflexion locale pour nous capable vraiment bien définir pour logement tout non bien économique. Lors l'on caille, c'est pas comme si ou pas qu'à faire tourner un business pour nous-mêmes, ou pas obligé d'être dans Canada pour finir faire jusqu'à ce qu'on mourir, ou capable de vendre Canada. Donc c'est un gros marché que lié dans un pays beaucoup plus avancé et il faut commencer à adapter dans ça. Nous allons poser dans quelques instants, c'est Bruno Le Marquis qui a donné pile d'informations, un document avec un pile intérêt pour nous faire débat au niveau local et comment pour nous faire relancement au niveau de zone et apprendre à gérer les risques pour éliminer, minimiser ça les désastres là. Jean-Bruno Le Marquis s'est expliqué. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons comme invité de Marc Bruno Le Marquis, qui lui-même représentant plusieurs espaces des Nations Unies pour le pays d'Haïti et ce représentant adjoint tout pour le secrétaire général là. Donc, vous avez fait après 3 mois et demi, livrer une marchandise là, donc qui est extrêmement important. Donc, on y a nous haïtiens, ça nous va faire un document ça. Donc, nous prenons quelques chiffres en quelque sorte. Maintenant, Bruno, pour nous être capable de bien comprendre, nous parlons de l'évaluation des dommages, des pertes et des besoins. Nous avons dit que dommages avec pertes là estimé à 1,6 milliard. Vous avez un chiffre là, besoin c'est 1,9 milliard. Donc, est-ce que ça veut dire que besoin de relèvement, là, j'en ai besoin pour nous remettre les zones en place, ça veut dire qu'on va mettre le gelté avant ou bien la plus bon? Comment besoin de relèvement? Qui espoir pour nous après tout problème que nous vivons là? Et chiffre là tombé, on a besoin de 1,9, près de 2 milliards de dollars américains, c'est un deal pour nous être capable de résoudre le problème dans la zone. Et je me rappelle que le budget nous rappelons nos ressources domestiques. Un budget rectificatif a seulement 96 milliards de gouttes, ça veut dire que nous n'avons pas 1 milliard de dollars américains de ressources que nous collectons. Donc, nous n'avons pas même assez l'argent pour nous être capables de résoudre le problème dans le sud, là, voire pour nous résoudre le problème de l'ensemble du pays. Chiffre ça, ou même cap jouer avec eux, comment la population est capable de garder les données ça? Ok. Donc, le premier bagage que je c'est que après chaque désastre, l'heure où on reconstruit, l'heure est en phase de reconstruction, ou pas doit reconstruire même vulnérabilité, dans une zone qui a une vulnérabilité, mais dans le Grand Sud, il y a plus de vulnérabilité, ou pas doit reconstruire même genre l'été avant désastre. Parce que c'est en partie à cause de vulnérabilité que choc climatique, aléa climatique, tourne en désastre. Donc, en anglais, nous dit build back better, reconstruire mieux, reconstruire différemment. Ma bon petit exemple, la question de la gestion des désastres, qui critique en Haïti, c'est dans une large mesure une question d'aménagement du territoire, qui côté moun yo ka bâti, yo ka construit, est-ce qu'il y a respecté le code de construction, est-ce que l'infrastructure, ça nous rend des infrastructures résilientes, est-ce qu'il y a solide, il y a une pratique agricole, il y a une gestion de l'environnement, protection de l'environnement, une série de bagages, une série de mesures qui fait que PIA, zone mieux protégée. Donc, reconstruction, c'est reconstruire mieux, reconstruire de manière plus résiliente, reconstruire de manière plus efficace, etc. Donc, tout plan qu'a fait Kounia dans les cadres de relèvement, cadres de reconstruction, l'intégrer dimension. Après, au niveau des chiffres, il y a un pile défi au niveau des chiffres en Haïti. Jean Ossodila, budget rectificatif, il y a seulement 96 milliards de gourdes qui étaient financés. Appelle ça, document PDNA, c'est 2 milliards de dollars, donc c'est énorme par rapport au budget de l'État. Mais il y a l'autre besoin de tout, et m'a profité de ça pour dire qu'il y a un besoin humanitaire toujours, qui a besoin d'être couvert, qui au-delà des 2 milliards de dollars. Il y a un besoin humanitaire pour le monde dans le sud, le monde qui est plus vulnérable, qui a toujours souffert. Mais il y a un budget humanitaire, besoin humanitaire en pile zone dans le pays. Et pour 2022, ça c'est un autre chiffre très important, pour 2022, budget humanitaire, situation humanitaire dans le pays, la plus mal toujours que 2021. Appel humanitaire. À combien de personnes qu'on estime, parce que le dernier chiffre c'était 4,5 millions, après séisme 2021, à combien estimé du côté des Nations Unies? Alors, plus ou moins, en nombre de personnes, plus ou moins, c'est la même chose. 4,5 anti-augmentation.
Mais en termes financiers, il a augmenté pour 3 raisons. Premièrement, ces situations d'insécurité alimentaire dans le pays a continué dégradées. Ça nous relève IPC 4 et IPC 3. Donc, c'est l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire qui continue d'augmenter, en particulier à cause du séisme. Deuxième raison qui fait chiffre il a augmenté, c'est que il y a un besoin humanitaire, en plus de besoin de reconstruction qui n'a plus il y a un besoin humanitaire toujours pour zones affectées par tremblement de terre. Et troisième facteur d'augmentation, c'est les violences urbaines. Violences urbaines surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Côté Gamoun qui déplacé toujours il y a 19 000 moules qui déplacés du fait des violences de 2020-2021. Et en 2022, nous ne connaissons pas ce qui a passé, mais nous avons besoin de faire provision pour ça. Donc, le besoin humanitaire a continué à augmenter. Donc, il y a un problème de chiffres. Il y a un problème de chiffres. Il y a en conférence, normalement, c'est en conférence du gouvernement, mais si il y a en conférence bailleur de fonds, que les Nations Unies a appuyé le gouvernement mettait sur pied, on demande un appel aux bailleurs de fonds pour des ressources additionnelles au-delà du budget national pour Yoka appuyer la reconstruction. C'est quelle date cette réunion? Donc, la date indicative pour le moment c'est 20 janvier, la fête 20 janvier. Mais est-ce que ça va poser un problème pour nous là? Parce que nous avons un budget pour nous mettre en décembre au niveau local et si nous ne pouvons pas gagner pour messe internationale pour compléter comme local là, parce que c'est arithmétique qu'on fait là. Si nous dit 96 milliards de gouttes, bon, même si nous mettons là 120 milliards de gouttes, à dollar pour apprécier, donc nous autour de 1 milliard de dollars américains de recettes locales. Donc, si besoin, au sein de bon chiffre là, c'est près de 2 milliards de dollars américains. Donc, combien est capable d'attendre l'international là? Bon, c'est pas pour engagement, mais à partir de chiffres qu'on a là, donc il faut gagner vraiment un gros support international pour nous compléter, pour nous atteindre l'objectif que nous avons dans le PDNA. Alors, 2 points. C'est très important que l'État, les institutions de l'État, assurent cohérence entre différents processus sociaux au niveau de planification. Plan de relèvement sud, il doit être connecté à l'autre planification nationale, tant qu'au PSDH, tant que l'autre plan qu'il a déjà, ce n'est pas un plan à part. Donc, ça, c'est pour le ministère du Plan, pour lui assurer qu'il y a une synchronisation des plans. Et deuxièmement, c'est synchronisation entre la planification et la budgétisation. Donc, c'est très important que, au niveau de la préparation du budget, cette phase de reconstruction soit prise en compte. Donc, c'est au niveau de la oui. Document ça que plan poté là, c'est vision qui dit mais quantité comme là relèvement qu'on va le faire qu'on y a fonal poté le ministère des Finances qui lui-même c'est lui qui gagne l'argent qu'a rentré pour le faire allocation, c'est ça vous veut dire là. C'est ça, il faut connecter, il faut au moins que le budget 2022 reflète cette planification, ce processus de reconstruction. Idéalement, alloue certaines ressources nationales pour donner l'exemple, pour montrer que le budget national va contribuer, mais aussi pour donner un signal aux autres partenaires internationaux. En termes de la conférence des bailleurs ou de l'appel à la solidarité internationale pour Haïti par rapport aux victimes du tremblement de terre, bon, il y a un pile plaidoyer qui fait, il y a un pile plaidoyer qu'a fait dans la semaine Gabini. Il y a un partenaire international qui a aidé à plaidoyer ça. Il y a ressources internationales, notamment à travers les institutions financières internationales qui déjà allouées à Haïti. Il y a un bailleur de fonds qui a fait reprogrammation de fonds qui déjà alloué. Mais également, il y a un espoir qu'il y a ressources additionnelles, ressources fraîches de partenaires traditionnels d'Haïti, mais aussi de partenaires qui sont moins traditionnels en Haïti. Donc, on a fait appel à la solidarité internationale au niveau des pays amis, des États membres de l'Organisation des Nations Unies et puis d'autres, tant qu'on l'a dit précédemment, diaspora, secteur privé, fondations philanthropiques, pour nous joindre le plus possible de ressources pour reconstruction Sahara. Donc, est-ce que 20 janvier, c'est peut-être annonce officielle? Est-ce qu'on est en mesure de dire nous une idée à peu près
des engagements qu'on prend là du côté des bailleurs, des acteurs qui veulent des pays d'Haïti, des amis pays d'Haïti, pour le mois de décembre, nous sommes capables d'avoir une idée de combien l'argent est capable de joindre avant l'annonce officielle en janvier. Pas parler sur ça. Oui, on va pas prendre engagement pour eux. Il y a quelques indications, même pas un chiffre détaillé pour nous. Seul bagage qu'a dit, c'est une période extrêmement difficile au niveau mondial. Il y a plusieurs facteurs qui compliquaient plaidoyer ça. Premièrement, c'est, tant que nous tous connaissons, c'est pandémie Covid qui a continué. Donc, il y a une pile pression sur tout pays dans le monde et bailleurs de fonds pour répondre à la crise ça. Ensuite, il y a une série de grosses crises dans le monde qui prend pile attention de États membres et bailleurs de fonds en particulier. Il y a l'Afghanistan, il y a tout le problème dans le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie, etc. Donc, il y a une pression vraiment sur les ressources. Et puis, en Haïti, c'est pas un secret, il y a parfois une certaine fatigue. Donc, ça prend pile effort pour remobiliser, au-delà de ce qui est déjà disponible, remobiliser sur la question du tremblement de terre. L'autre facteur qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs crises en même temps en Haïti. Alors, bon, Bruno, Haïti pas aidé tête les tout. À savoir, je dis là, nous pas supposé parler de crise politique Washington, parce que les regarder Washington, regarder de manière bilatérale. Je regarde BID, je regarde Banque mondiale, je regarde Fonds monétaire. Donc, si nous mettons fin à la crise politique à travers un accord que tout le monde a joué, nous sommes capables de tourner, concentrer sur le séisme. Je dis à même une tendance que ces crises politiques-là qui mettaient l'autre crise que nous vivons dans le sud, là, parce que c'est une crise humanitaire que liée, parce que le sud, nous connaissons le subit problème. Et 2018, il subit Pays Loc, il subit Matissan. Ensuite, pour la prendre ça, le terme n'est pas approprié, cerise sur le gâteau, mais c'est exactement ces derniers bagages que mon grand studio a besoin là, avec l'affaire séiste là, après tout ça que la zone métropolitaine a fait avec cette crise politique. Donc, bref, moi, je dis pour Haïti, pas retirer la crise politique là pour te mettre focus sur ce problème humanitaire et 15% produit intérieur brut. Donc, 20 janvier, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la grande messe? Est-ce que les bailleurs vont venir et annoncer? Donc, vous ne pouvez pas prendre engagement pour eux-mêmes, mais est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Bon, quelques chiffres, nous sommes capables de gagner. Nous avons 40 millions de dollars américains sur affaires garanties et que nous avons gagné au niveau régional, Caraïbes là. Nous avons comme tout que le Fonds monétaire met à disposition nous. Donc, c'est un petit peu dans ça, nous allons grappiller pour nous être capables de faire budget ça. Donc, on a besoin de ressources internationales là, parce que les chiffres sont là, les 2 milliards de dollars américains, ils pas en Haïti pour nous capables de remettre le sud là, au niveau de relèvement, la terre pour nous relever, donc nous ne pouvons pas faire le local simplement. Quel espoir? Voilà, donc au niveau des chiffres, premièrement pour dire que dans la phase humanitaire qui commençait à partir du 14 août, il y a une pile générosité internationale, nationale bien sûr, en pile solidarité haïtienne, mais également bailleurs de fonds internationaux. Ils ont contribué à hauteur, pour l'instant, d'après chiffres que nous gagnons, à peu près 50% d'appels éclairs, appels humanitaires que nous avons lancés fin août. Donc, appel ça, c'était 187 millions de dollars, il y a à peu près plus ou moins 50% financés avec États-Unis comme premier bailleur. Ensuite, il y a un fonds central, ça nous les fonds central d'urgence des Nations Unies. Ensuite, il y a un Japon. Ensuite, il y a un ECHO, qui branche humanitaire de l'Union européenne. Ensuite, il y a l'autre pays, tant qu'au Suède, à l'autre pays. Donc déjà, il y a une pile générosité sous phase humanitaire. Par rapport il y a quelques organisations déjà qui ont des chiffres initiaux de contribution par pour reconstruction. Une grande banque mondiale qui fait quelques petites annonces, y compris semaine ça pendant présentation du PDNA par le Premier ministre. Donc, l'institution financière, il y a annoncé combien de COP il y a mis, soit reprogrammation, soit ressources pour Haïti. C'est assez conséquent, c'est un très bon début. Vous croyez que ça va pas encourager l'autre bailleur de fonds pour y engager ressources bailleurs autour. Mais Jean Décondi, c'est en pile plaidoyer qui doit être fait entre maintenant et le mois de janvier.
c'est le gouvernement qui a confirmé conférence SAC, qui a confirmé toute bagaille, tout détail, date, lieu, etc. Et c'est vraiment important, c'est une distinction importante par rapport à la conférence précédente, spécialement en 2010. Celle-ci, c'est une conférence du gouvernement de la République d'Haïti, appuyée par les Nations Unies. Ça, c'est une distinction importante. Par rapport à ça, ça a été dit sous tremblement de terre du 14 août, très très rapidement il disparaître des radars. Tellement il y a un empilement de l'autre crise en Haïti. Normalement, ce genre de crise, ça reste quand même un peu sur le radar pendant un moment. Mais par exemple, crise carburant, crise des migrants, la continuation de la situation difficile, sécuritaire, etc., il fait que nos besoins efforts supplémentaires pour continuer à mettre séisme 14 août à la lumière pour que les gens continuent à y accorder toute la priorité qui est. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, chiffre est tombé. Nous estimé à 1,6 milliard de dollars américains de dommages et de pertes. Donc, pour les péninsules sud, les trois départements, la Grand'Anse, le sud et les NIC qui représentent à peu près 15% et PIB, assez choc ça nous représente. On a besoin de 2 milliards de dollars américains pour nous réfléchir. Donc, Bruno, pour nous mettre fin, ça pour nous dire que nous sommes là parce que nous connaissons un danger sous tête par eux. Pour ne pas faire face à un désastre, comment on peut commencer à préparer pour éviter un désastre, mais capable de gérer ça. C'est le dernier mot. Alors, pour moi, c'est vraiment. Il y a un bagage qui arrive en Haïti. C'est que il y a un pile effort qui est fait, il y a un pile progrès qui est fait dans préparer le pays à la réponse et gérer une bonne réponse. Donc, on prend en exemple la performance de la Direction générale de la protection civile, qui était créée, ça a à peu près 25 ans, ouais. Dès là, ça. Ça, c'est la réponse. Donc, si vous regardez Kounia, il y a un système d'alerte précoce qui est développé. Il y a un abri d'urgence qui est là, des abris provisoires pour le... non, oui. En tout cas, des abris provisoires en cas de désastre. Il y a tout un série de bagages qui est fait pour Haïti mieux équipé en termes de réponse. Et ça, c'est très, très important et c'est très bien et ça doit continuer. Côté que Haïti, pour là, c'est la gestion des risques. Oui, ça nous aurait les gestions des risques et désastres. Il y a une politique nationale, il y a un plan national de gestion des risques et désastres qui a été approuvé l'année dernière. Donc c'est un bon point, c'est un plan qui était prêt depuis plusieurs années, mais qui n'est pas déjà approuvé, qu'on y a approuvé. C'est une politique publique. Donc nous besoin de faire tout effort pour avancer à mise en œuvre pâle. Mais c'est important que la gestion des risques et des désastres, pour moi, devienne une priorité, une véritable priorité nationale, pour que Haïti, chaque fois qu'il y a un désastre, ne perde pas 10, 20, 30, 50, 100% de son PIB à chaque fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de toutes les politiques publiques, au niveau de toutes les actions de l'État et des partenaires non étatiques, on priorise la gestion du risque. C'est-à-dire, on respecte la loi. Oui. Si vous ne pas construire en ravi, nous pas doit construire en ravi. Mais ça doit, nous doit respecter ça. Donc, le respect de la loi, c'est la première priorité. Il y a toute question aménagement du territoire, il y a toute question les codes de construction, il y a toute question investissement public, il y a toute question éducation timoun. Donc, c'est vraiment un programme très, très, très vaste qui doit intégrer énormément de sphères de la vie publique et également de la vie privée au niveau des individus. Si Haïti n'a pas fait ça, Haïti a continué à souffrir chaque fois qu'il y a un cyclone, chaque fois qu'il y a une tempête, chaque fois qu'il y a un séisme, il y a un pile de dégâts. Donc, il y a un voisin d'Haïti dans la Caraïbe qui est très avancé en termes d'avoir rendu leur pays beaucoup plus résistant, beaucoup plus résilient. Et ça devrait vraiment devenir pour moi une priorité en Haïti. Tout à fait. Merci beaucoup Bruno Lemarquis, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, représentant adjoint secrétaire général des Nations Unies, qui a décidé de partager toute information qui sortit dans le document post-séisme, à savoir 14 août 2021. Ciao, à la semaine prochaine.